Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis donc accompagnée de Sandy, que vous avez déjà trouvé dans notre premier épisode sur déconstruire un petit peu les idées reçues. Sandy est kiné, prof de yoga et elle enseigne l'anatomie dans des formations de yoga et elle nous fait l'honneur d'être de nouveau présente avec nous aujourd'hui. Coucou Sandy, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Bah ça va, ravie de te retrouver. Bah, moi aussi, je suis super contente d'être là. En plus, on va parler, d'une indication. Je crois que c'est l'indication que j'ai le moins comprise et je crois que c'est celle qui a commencé le plus à me donner envie d'apprendre l'anatomie. Je me demande si c'est pas grâce à ça que j'ai ouvert mes premiers bouquins d'anatomie et de yoga. Du coup, c'était une super indication vu qu'elle t'a donné envie d'aller chercher Eh plus ben loin. ouais, bah, tu vois? En tout cas, elle m'a donné envie d'aller chercher plus loin et donc c'est l'indication de relâcher les fessiers quand on est dans tout ce qui va être back bend, c'est-à-dire tout ce qui va être flexion arrière. On va les retrouver notamment dans la posture, du demi-pont, mais aussi dans la posture du cobra, de la Mmh. sauterelle, du sphinx et j'en passe. Alors, vraiment Sandy, j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi est-ce qu'on dit cela? D'où ça vient et surtout quel est le sens de ça? Alors, je sais pas d'où ça vient ce questionnement. Désolée. Je sais que c'est très répandu dans certains types de yoga, un petit peu plus que dans d'autres. Mmh, C'est aussi répandu dans le domaine des circassiens et cetera, OK. de relâcher les fessiers dans les back bends. Mais dans le milieu du yoga, elle est surtout présente, avec, la petite phrase, suivante, «Sinon vous allez comprimer vos lombaires». C'est Oui. souvent pour ça qu'on donne cette indication, de relâcher les fessiers. Mais du coup, je sais pas si toi tu sais d'où elle vient, mais je ne sais pas où, Moi, j'ai entendu les mêmes choses que toi. J'avais pas, c'était vraiment ça, c'était l'histoire que, c'était pour protéger son dos. Mais encore une fois, je j'ai jamais compris pourquoi les fessiers pouvaient protéger le dos. alors, le problème, c'est que ne pas comprimer le dos, le problème qui majeur qu'il va y avoir dans cette indication, c'est que les fessiers, si on regarde anatomiquement parlant, ils n'ont pas d'origine ou d'insertion au niveau, du rachis, Mmh. enfin au niveau des lombaires ou quoi que ce soit. Donc, comment ils pourraient comprimer le bas du dos alors qu'ils ne sont pas, sur cette zone-là? C'est Ouais. ça qui est un petit peu, qui je trouve fait un petit peu un non-sens dans cette indication. Mmh mh. Après, il y a certaines élèves, quand on leur explique ça, qui disent qu'ils ont déjà, ressenti, une compression du fait d'avoir les fessiers un peu trop engagés, sentir un peu trop de contraction. Ils ressentent cet effet compression. Alors il va y avoir plusieurs facteurs à prendre. Ça va être, le volume des fessiers de la pratiquante, l'engagement, si la personne vraiment serre les fesses, très, très, très fort et n'est pas dans un auto-agrandissement, ni Mmh. recherche, d'une courbure assez, comment dire? J'ai perdu mon mot. Allongé, Assez voilà, assez, harmonieuse, voilà. assez harmonieuse. Donc il va y avoir plein de petites choses à prendre en compte. Mais en réalité, en anatomie pure et dure, les fessiers ne peuvent pas comprimer le bas du dos. Est-ce que tu peux rappeler brièvement les fessiers, du coup, combien on en a? Parce que ça aussi, c'est rigolo et où est-ce qu'ils sont situés? Alors, on va avoir 3 fessiers, on va partir du plus profond, et donc du plus petit jusqu'au plus volumineux. Donc, en profondeur, on va avoir le petit fessier qui va être, recouvert, dans sa majeure partie par le moyen fessier et ensuite on va avoir le grand fessier qui est, celui qu'on travaille beaucoup à la salle de sport pour avoir des fessiers Mmh. volumineux. C'est celui qu'on travaille, quand on fait des extensions, très chargées. Vous avez déjà dû voir, je pense, des femmes qui font ou des hommes d'ailleurs, qui font, du fitness et qui, font, je crois que c'est le hip thrust qu'on appelle Oui. et qui travaillent donc en majorité leurs grands fessiers. Généralement, on a l'impression d'avoir une fesse de chaque enfin, un muscle fessier de chaque côté alors qu'on en a 3 de chaque côté. Et ouais, c'est ça qui est rigolo, je trouve. Enfin, moi, ça Mmh. m'avait toujours, fait un petit peu marrer et c'est vrai que du coup, le moyen fessier, est-ce que c'est possible de le toucher, de le palper? Ou ce sera jamais possible de le palper? Alors le moyen de fessier, Le petit, excuse-moi. non, le petit non. Impossible, Le petit non, il est trop en profondeur. à part si on dissèque. À si quelqu'un veut donner sa fesse en dissection, oui, mais ça va être non, non, non. C'est impossible du coup, c'est fou.
Non, il est trop en profondeur. Ça fait Mmh. partie de on peut travailler dessus, encore que, mais en Ah ouais. appuyant, mais le palper précisément, pas du tout. Impossible et donc du coup, souvent, on voit un truc. Alors je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as remarqué ou pas, mais j excusez-moi, mais là, je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle. Moi, quand je pratiquais énormément le yoga et que je faisais plus je précise, hein, je faisais plus d'autres activités physiques vraiment à côté, j'ai un peu perdu des fesses et en fait, je me rends compte qu'à cette période, ça coïncidait avec le fait que j'appliquais scrupuleusement le fait de relâcher mes fessiers, dans toutes les postures de flexion arrière, d'extension du rachis. Alors du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà pu remarquer que des pratiquants du yoga ou autres n'ont pas forcément de fessiers très développés? Moi, je trouve que c'est en règle générale, dans la population générale, on Ouais. a un manque de fessiers, désolée de le dire, on manque de Non, non, mais fesses. vas-y. Mais en fait, ça va être quelque chose qui reflète un quotidien qui est bien souvent très sédentaire. Mmh mh. On est beaucoup assis dans notre quotidien, Ouais. ce qui fait que nos fessiers sont moins sollicités et bien souvent, on se retrouve face à des personnes qui ont un manque, de grands fessiers, de moyens fessiers. Parce que souvent, on attribue, à un muscle une action, par exemple le grand Oui. fessier extenseur, de la hanche. Mais par exemple, notre moyen fessier, il a un fort rôle dans la stabilisation de Eh de oui. nos hanches. Il va aussi jouer un rôle au niveau du genou. Mais, enfin, un rôle, descendant, c'est-à-dire Oui. directement. Ce manque de fessiers va impacter globalement notre quotidien, on va se retrouver des problèmes de genoux, de hanches, qui sont souvent dus à des fessiers trop peu musclés. Mais c'est tout à fait vrai et moi, je me souviens de cette période, bah, c'était pas la période où j'étais, le plus en bonne santé physique. Enfin, je me sentais moins stable. Je sais pas comment te dire. Et comment tu te sentais enfin, c'est assez intéressant parce que du coup maintenant tu as changé de Mmh. manière de faire et cetera. Mais comment tu te sentais dans les backbends, quand tu, relâchais les fessiers et comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu as trouvé des ressentis différents? Mais totalement. En fait, tout ce qui était, posture du pont, posture de la roue, Urdhva Dhanurasana et cetera, mais même, tout bêtement, chien tête en haut, cobra, sphinx et cetera, je n'y arrive c'était des postures qui étaient horribles pour moi. J'y arrivais pas du tout. J'étais pas du tout, À je l'aise? comprenais pas, en fait. Et en fait, je me souviens, c'est une fois où j'ai vraiment compris, où je crois que j'ai suivi je sais plus quelle vidéo, je sais plus sur quelle plateforme de yoga avec je sais plus quel prof, je sais même plus à qui je dois ça. Mais du coup qu'il a dit, bah, voilà, engagez un petit peu vos fessiers. Alors il était pas en mode contracté à fond, mais engagez-les et en fait là, tout doucement, ah bah, je me suis rendu compte ah si je sais, c'était Jason Crandall et là je me suis vraiment rendu compte que, bah, j'avais beaucoup plus de confort. Enfin, je me sentais, beaucoup mieux et voilà. Mais après je pense que le focus peut-être yoga ou en tout cas ma pratique à cette période-là, c'était beaucoup plus avant, hein, de comprendre ça, c'était beaucoup plus en mode, passif. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Alors maintenant, on évolue sur une pratique du yoga qui est beaucoup plus active, où on cherche Mmh. beaucoup plus de stabilité, oui, tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en réalité, monter dans Urdhva Dhanurasana, monter dans la roue sans utiliser ses fessiers, c'est impossible. Enfin, Mais c'est pas possible. il faudrait avoir des ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière de nos cuisses tellement forts. Enfin, je vous mets au défi d'arriver à monter dans Urdhva Mmh. Dhanurasana sans vos fessiers. C'est obligatoire, ils s'engagent automatiquement. Et généralement, le corps humain est plutôt bien fait, donc s'il s'engage, c'est qu'on en a besoin. Ouais, non, exactement. Non, non, mais tu as tout à fait raison et j'aime le fait que tu dises, «Il s'engage automatiquement». C'est-à-dire Mmh. que parfois le corps, c'est le chemin. Beh, voilà, c'est ça. Puis quand on vient créer quand on vient construire notre posture de Urdhva Dhanurasana, c'est une posture où on vient chercher une extension au niveau de la hanche. Mmh. Mon grand fessier, c'est un extenseur de la hanche, beh, il va se contracter parce que c'est aussi son action principale et donc on va avoir cet engagement des fessiers qui est naturel, qui est très bon qui convient tout à fait à la posture qu'on fait donc pourquoi les relâcher alors qu'ils se contractent, automatiquement? C'est ça qui est Mmh. dommage. Ouais et je trouve qu'il y a une posture qui est à la fois, assez basique, peut-être un peu regardée de haut parfois, alors que moi je l'adore. C'est la posture de la sauterelle où justement ça, ce que tu décris, c'est franchement, je mets au défi quiconque de pas ressentir ça. En fait, ça se ressent automatiquement.
Automatiquement, c'est d'ailleurs c'est un exercice dont on se sert, pas mal en rééducation, de venir, travailler, nous on n'appelle pas ça sauterelle, mais de venir, créer une extension à plat ventre, une extension au niveau des jambes, au niveau des bras et cetera. Qui est un exercice qui est très bon pour renforcer ses fessiers, pour renforcer aussi la musculature, au niveau de l'extension du dos, enfin donc Mmh. flexion arrière, tu as dit. Moi, je dis extension. Alors, ça mais c'est bien qu'on en parle, tu sais quoi Sandy? C'est super bien qu'on en parle. Moi, en fait, pendant, très longtemps, j'ai fait, pour moi, presque un anglicisme. Ouais, C'est-à-dire que j'ai fait backbend et je l'ai vraiment, ouais. mis en fait en franglais, enfin ouais, flexion arrière. Pour plusieurs raisons. Je sais que donc le terme anatomique, c'est en effet une extension, du dos, extension Mmh. du rachis, mais moi, j'aime bien garder ce terme de flexion arrière. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que je trouve que parfois, et pour en avoir discuté avec certains élèves ou certains abonnés, sur Instagram, c'est que parfois ça parle plus. C'est-à-dire que tu vas Mmh. plus savoir, en fait, quoi faire, enfin, tu vas plus avoir l'image de ce que ça représente en quelque sorte. Mais après, bien entendu, on parle d'extension. Après, il y a eu tout un débat sur le fait que si c'est une flexion arrière, on va chercher la souplesse, alors que si c'est une extension, on va chercher plus l'allongement de la colonne. Pour moi, on est plus sur de la terminologie et selon moi, en fait, qu'on dise backbend, flexion arrière ou extension, on parle du même mouvement. Je sais pas ce que tu en penses? Si on veut parler en anatomie pure et dure, Mmh. c'est extension, il n'y a pas de flexion arrière, du dos, Voilà. ce sera extension. Après, si toi tu enseignes, si d'ailleurs, des auditeurs enseignent et cetera et disent flexion arrière et que vos élèves, ils savent ce que vous voulez dire, que ça leur parle, que ça leur convient très bien, moi je trouve qu'il y a pas enfin, il y a pas mort d'homme, c'est parlant. Flexion avant, flexion arrière, c'est parlant. Ouais. Alors d'un point de vue anatomique, c'est pur et dur, c'est pas «correct» entre guillemets. Mais moi, je trouve que si ça parle à mieux aux élèves, il faut aussi s'adapter et à ce que nos élèves, comprennent, apprécient, et Mmh. aussi à ce qu'on a envie de dire. Si toi, ça te parle plus, vaut mieux que tu continues de dire flexion arrière, enfin, pas d'importance. En fait, je pense que ça dépend et tu as tout à fait raison, ça dépend du public. Je sais que, par exemple, et ça dépend aussi des circonstances. Je sais que, par exemple, si je dois en parler, par exemple, dans mon métier, d'ergothérapeute, je vais jamais employer le terme flexion arrière, jamais. Par contre, en yoga, comme il y a ce côté backbend où finalement que ça c'est de la traduction littérale, en fait, et parfois, tu vois, je sais pas, je trouve que c'est plus facilement utilisable peut-être en yoga que et comme tu dis, s'adapter au public. Je trouve que parfois, si on devait parler toujours en termes anatomiques purs et durs, même si on est d'accord sur le fait que c'est important d'employer les bons termes au bon moment et cetera, je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus important, c'est que si on veut que notre message soit intelligible, il faut savoir s'adapter au public. C'est ça, tout à fait. Donc c'est pour ça que, selon le contexte, tu vas adapter ton langage et ce qui est bien, c'est que tu vois, comme tu l'as dit, si un élève est dérangé par le fait que tu dises flexion arrière et qu'il te pose la question, c'est tout à fait enfin, c'est un choix de ta part, un choix Mmh. d'enseignement, et il y a pas de problème. Enfin, moi, je trouve qu'il y a pas de problème en tout cas. Non, mais c'est sûr. Après, enfin, voilà, il y a des choses, qui sont plus importantes à comprendre et à savoir, notamment tout ce que Engager tu nous tes as fessiers. expliqué. Ouais, voilà, exactement. Engager les fessiers. Et est-ce que justement tu aurais alors, soit des conseils, soit des astuces, soit des stratégies pour, alors que ce soit dans la pratique du yoga ou dans sa vie quotidienne? Comme tu nous as dit, on n'a pas assez de fesses, alors on s'est pas vexé Sandy, mais on l'a bien noté, pour qu'on ait des fessiers un peu plus forts. Alors, on peut faire plein de choses, pour renforcer, nos fessiers. Alors si, vous êtes pratiquant de yoga, ça peut être, de travailler les postures, de la chaise. Par exemple, la posture de Urdhva Dhanurasana, travailler, une montée, une descente en contrôle pour bien s'axer sur, ce renforcement et ce contrôle dans toute l'amplitude. D'ailleurs, petit aparté, engager les fessiers, souvent les profs à contrario, ils vont dire, serrer les fesses, Mmh. contracter fort les fesses et cetera. Ce sera pas forcément plus, efficace. Ouais. Serrer les fesses ne vous permettra pas de progresser forcément dans votre pont ou d'engager plus vos fessiers ne sera pas «mieux» entre guillemets.
Il faut trouver un juste milieu entre les 2, je Ouais. dirais, et peut-être donner des indications de longueur, dans la verbalisation plutôt que serrer les fesses qui n'aideront pas à progresser dans votre pont. Je ferme ma petite digression. Non, mais c'était super intéressant. Merci Sandy. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais Mmh. peut-être que tu le partages ou pas du tout, mais Mmh. voilà. Et donc travailler la chaise, travailler le pont, la sauterelle, Mmh. même, le guerrier 3 Ouais. va permettre de travailler, de renforcer donc le fessier, qui est de terre dans sa stabilisation, dans son action de Mmh. stabilisation, et le fessier, de la jambe qui est levé, travaillera dans son action d'extension, donc ce qui est assez intéressant. Et si vous voulez faire ça au quotidien, c'est, de bouger, marcher, même au bureau, de bouger, c'est-à-dire même se lever sa chaise, de faire des petits squats devant sa chaise de bureau, plein de choses qui s'intègrent facilement au quotidien et qui vous parlent. Il faut que ça vous parle en tout cas pour que vous le fassiez, et qui vous permettront de renforcer, vos fessiers et d'avoir, des moi comme j'aime bien dire à mes patients, et d'avoir un boule qui chamboule pour l'été prochain. Ça, c'est génial. C'est pas du tout, je suis pas du tout une, à fond fan du summer body et tout, mais souvent ça fait rire les patients et ils comprennent que, c'est je les taquine, mais qu'au moins ça permet de travailler son fessier, de manière un peu ludique et sans prise de tête, on dira. Ouais, exactement. Bah, franchement, super. Bah, merci beaucoup pour ces bons conseils. L'épisode arrive bientôt à sa fin. Est-ce que sur quoi tu as envie de nous laisser? Comment conclure cet épisode? Je dirais que, un petit peu comme le premier épisode, c'est important de se questionner et aussi d'inclure que souvent le corps est plutôt bien fait et que donc si mes fessiers s'engagent automatiquement, ça peut faire un certain non-sens de venir les relâcher Mmh. volontairement. Comme tu l'as très bien dit par ton expérience, aussi d'analyser les sensations. Est-ce que je suis mieux avec mes fessiers engagés ou est-ce que je suis mieux avec mes fessiers relâchés? Qu'est-ce que je ressens réellement dans mon dos? Au niveau de mon bassin, au niveau de tout mon corps. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui résonne avec mon anatomie? Donc ça, Mmh. je trouve que c'est le plus intéressant à faire, expérimenter. Si on vous dit quelque chose, par exemple, là, je vous ai expliqué, tout ça pendant à peu près 20 minutes, et si vous l'expérimentez pas, que vous le sentez pas dans votre chair, dans votre corps, peut-être que ça fera pas écho, que ça fera pas de sens. Donc la Mmh. prochaine fois que vous êtes sur votre tapis, essayez dans, le cobra, ou dans le pont, de relâcher, d'engager pour voir la différence et un peu explorer tout ça. Mais c'est super intéressant. Donc du coup, on va tous penser à toi, Sandy, quand on sera sur notre tapis, à engager nos fessiers. En tout cas, merci beaucoup de nous permettre de cultiver notre curiosité, de nous poser des questions et d'apprendre finalement à nous faire un petit peu confiance. Je pense que ça, c'est un message très important que tu partages. Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir permis, d'en parler. Avec plaisir. Alors j'espère de tout cœur que vous avez apprécié cet épisode. Si vous adorez nos discussions avec Sandy, j'ai une très bonne nouvelle. Nous allons nous retrouver pour un autre épisode très prochainement. En attendant, merci beaucoup Sandy. Merci.